Bonjour à tous. Arnaud, notre cher animateur, je te laisse prendre la parole. Eh bien oui, il est 9 heures. Bonjour à tous. Merci Karine. Donc je suis Arnaud Lutin, je suis un des coprésidents de l'ADTEM à Marseille. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah super. Donc un des coprésidents de l'ADTEM à Marseille. Je suis aussi un des directeurs associés d'une agence qui s'appelle Mars at Work, qui est une agence de conseil en stratégie et en raison d'être, qui est à Marseille aussi. Si on nous avait dit il y a un an qu'on pourrait animer une conférence à distance, on aurait tous souri. Et pourtant, les solutions existaient déjà et ont sont durablement ancrées dans notre quotidien. Pour échanger ce matin sur ce sujet et sur plein d'autres, nous accueillons 5 personnes. La première, à tout seigneur, tout honneur, on va parler d'IBM. On accueille Karen Strugnel, pardon, qui est Account Based Manager Marketing Europe chez IBM, pardon. Nous accueillons Karine Robert, qui nous a dit bonjour à l'instant, qui est consultante digital marketing chez Forwards. Katia Lenné, qui est co-founder et CEO chez Qualys. Nicolas Zemchnov, pardon Nicolas, cofondateur business developer chez WAPS. Et Bruno Doussin, président et fondateur de Synertic. Avant de commencer à échanger entre nous, on va essayer de partager la parole, même si on est nombreux. Je vous donne juste une petite vanne, 30 secondes, allez, 30 secondes de challenge pour arriver à nous expliquer ce que vous faites dans vos entreprises et vos activités. On va commencer par Karen, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Et donc, je suis Karen Strugnel, je suis en charge du marketing, account-based marketing. C'est une approche qui est de plus en plus en vogue dans les entreprises B2B et ça consiste à focaliser les efforts marketing sur des comptes stratégiques. Voilà, pour résumer très rapidement, le marketing travaille en collaboration très étroite avec les équipes commerciales. Le digital est évidemment un élément clé dans le parcours client dans le marketing B2B et l'approche account-based marketing. Merci Karen. Karine, si tu veux te présenter. Oui, donc moi je suis consultante en marketing et transformation digitale au sein du cabinet Forwards. C'est un cabinet qui est basé à Aix-Marseille et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transformation, que ce soit sur des sujets d'organisation, de nouveaux modes de management, de transformation digitale, de mise en place de modes agiles. Voilà, on a beaucoup d'experts sur différents sujets. Merci. Katia Lenné, chez Qualys. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc je suis Katia Lenné et CEO et cofondatrice de Qualys. Je suis en charge du business development de l'entreprise. Qualys est un éditeur de votre plateforme et d'assistants virtuels multicanaux avec une expertise pointue sur les canaux vocaux. Très bien. Nicolas Zemchnov, je tente la deuxième fois de prononcer ton nom, ton nom de famille. Bonjour, merci. Donc Nicolas Zemchounov, cofondateur de la société WAPS. On est éditeur de solutions pour le commerce connecté et on accompagne, nous, des commerçants, des restaurateurs dans leur transformation digitale pour leur permettre d'aller plus loin, de bénéficier aussi de ces nouveaux usages qu'ont les consommateurs pour développer et pérenniser leur activité. On s'appelle un peu les Robins des Bois du commerce de proximité puisqu'on leur met à disposition des outils, certes digitaux, mais pour leur faciliter le quotidien, tout en leur mettant en avant, enfin, leur permettant d'être meilleurs dans leur efficacité, que ça peut être la gestion de leur magasin, de leur restaurant, pour aussi apparaître et être visible sur Internet, mieux communiquer avec leurs clients et mieux fidéliser. Très bien, et on finit ce tour de table par Bruno Doussin, chez Synertic. Oui, bonjour. Donc, je suis le fondateur de la société Synertic. Alors nous, notre spécialité, c'est de créer des applications mobiles suivant deux approches, soit sur une approche, on va dire, sur mesure, en mode projet classique, mais également à travers en fait une solution qu'on a créée qui s'appelle Shaper et qui permet de créer des applications mobiles et donc natives et des sites web en quelques clics, donc très simplement, très facilement, sans connaissance en programmation, à des coûts très abordables et qui va permettre à tout type d'organisation de pouvoir proposer des services à leurs collaborateurs, à leurs clients, en tout cas à leur communauté.
Merci à tous d'avoir respecté ce timing, ça va nous permettre d'échanger. Donc, je crois qu'il doit y avoir un chat pour poser des questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à interrompre et à poser des questions. On aura l'information. Donc, on va voir aujourd'hui comment la situation unique qu'on est encore malheureusement en train de vivre a changé à la fois nos propres comportements digitaux et fait émerger, plutôt accélérer de nouveaux usages. J'ai deux exemples à vous donner pour illustrer le propos. En décembre 2019, Zoom comptait 10 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. En mars 2020, il franchissait la barre des 200 millions par jour. La capitalisation boursière de Zoom a été évaluée en septembre à 129 milliards de dollars. C'est devant IBM. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Donc c'est juste incroyable comment une application a réussi finalement, qui existait auparavant, a réussi à trouver son marché au bon moment et malheureusement en temps de crise. Le deuxième, c'est le click and collect. Ça fait longtemps qu'on entend ce mot-là, qu'on en entend parler, notamment dans les magasins, mais finalement l'usage était très très peu développé. Depuis mars et surtout depuis octobre, les commerçants la réclament, la mettent en place, jusqu'à notre Premier ministre qui incite aussi les commerçants à s'équiper. Donc on voit bien que on part de solutions qui pour la plupart existaient déjà et attendaient effectivement de trouver leur marché. Et c'est un des sujets qu'on va aborder, notamment savoir si ces usages-là vont rester pérennes. La première question que je voulais poser, c'est avec IBM, c'est sur les changements de comportement que vous constatez et comment est-ce que une société comme la vôtre s'adapte pour pouvoir y répondre et comment est-ce que vous avez évolué. Karen. Je dirais sur le changement de comportement, effectivement, on constate tous en tant que consommateurs, clients, usagers, nous avons des comportements et des attentes différentes. On est dans l'immédiateté, on est évidemment des solutions à distance. On s'attend tous à une disponibilité des applications sur 24. On a pris l'habitude de consulter notre compte en banque à n'importe quelle heure de la journée. Et on s'attend aussi à avoir un niveau de relation client équivalent à ce qu'on connaissait avant. Donc, je pense que c'est tout ce changement de comportement et adoption d'applications mobiles qui ont véritablement nécessité une transformation des entreprises. La transformation a vraiment été accélérée. Auprès de nos clients, on a réalisé une étude avec l'Hub Institute il y a quelques mois et on a constaté, 70 décideurs et dirigeants ont répondu à cette étude et on a constaté vraiment qu'en l'espace de 6 mois, les entreprises ont transformé davantage qu'en 6 ans. Donc c'est vraiment ces comportements et cette situation inédite qui oblige finalement les entreprises à adopter réellement les technologies, comme vous dites, qui existaient déjà. Je peux vous citer des exemples de clients que nous avons accompagnés justement pour répondre à ces problématiques parce que on voit bien les technologies sont utilisées aujourd'hui pour répondre à des problématiques métiers spécifiques. Voilà, à titre d'exemple, la SNCF, un exemple que nous connaissons tous, qui a mis en place un assistant, un agent virtuel, ToutWe, qui permet en fait de gérer les réclamations. Ce que j'ai compris à travers le témoignage de ce client, c'est que les réclamations pour la SNCF en temps normal s'élèvent à peu près 500 000 réclamations par an. Dans la première période du confinement, il y a eu un bond de 200% de réclamations parce que, évidemment, voilà, tous les trains ont été arrêtés brutalement, la mise en place d'un système d'un service minimum. Et donc, la SNCF a dû très rapidement mettre en place un outil pour à la fois permettre aux clients de faire des dépôts des réclamations, mais aussi en back-office les traiter plus rapidement. Et cet outil qui s'appuyait sur l'intelligence artificielle permis également d'écouter de façon complètement différente leurs clients, d'entendre les raisons des réclamations, et ils ont pu s'appuyer sur leurs données et leurs données historiques aussi pour mettre en place des solutions plus adaptées. Par exemple, ils ont compris très rapidement
que la grande majorité, 80% des clients qui déposent des réclamations préfèrent recevoir un remboursement plutôt que d'avoir un bon d'échange. Voilà, ce type d'information qui n'était pas possible avant. Donc, ils ont été obligés finalement de mettre en place une solution assez rapidement. Et c'est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui en permet de le faire. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on avait abordé avec Qualis sur ce sujet des assistants personnels et finalement le besoin qu'avaient certaines entreprises de par leur désorganisation liée notamment au télétravail à pouvoir répondre à des besoins clients importants et de mettre en place des outils automatiques. Si on peut en parler un petit peu, Katia. Tout à fait, assez d'accord avec Karine. Il s'agit aussi des solutions non seulement qui vont aider dans la relation avec les consommateurs, avec les utilisateurs, et ces solutions automatisées et d'une disponibilité 24/7, avec une facilité pas seulement de répondre à des questions, mais aussi de solutionner des problématiques en temps réel et même d'anticiper ces problématiques en quelque sorte. Ça permet d'améliorer la relation utilisateur-client. En même temps, ces mêmes solutions sont une aide précieuse pour les équipes en interne. Et ce que nous, on a constaté pendant cette année, c'est que autant les entreprises étaient très sensibles à entendre ces avantages liés à leurs clients, ce qui est normal et entendable, ils ont été vraiment sensibles et surtout volontaires et désireuses d'avoir des solutions qui aident leurs équipes dans leur travail au quotidien. Finalement, c'est un gagnant-gagnant, puisque lorsque les équipes étaient soit en télétravail, soit parfois même contraints à ne pas à être au chômage partiel ou en non-possibilité d'être dans les bureaux, de répondre au téléphone par exemple, un call center, il peut être débordé très rapidement puisque on n'a pas la capacité dans des situations extrêmes à prendre en charge des appels qui sont en fait multipliés puisqu'il y a une situation exceptionnelle et cette crise a été une situation exceptionnelle qui a duré assez longtemps et avec des phases assez différentes. Ça a permis de quelque part de soulager des équipes et de leur permettre peut-être de traiter des appels des clients qui arrivent hors heure vraie, c'est-à-dire en dehors de 9h 18h, et ça a permis de soulager aussi la file d'attente le jour de par exemple pendant la journée pendant les heures vraies. Je parle d'assistants virtuels au téléphone qui sont capables de répondre et de prendre en charge un petit peu dans le même style que Karen expliquait, mais sur des canaux plutôt que les consommateurs ont tendance à utiliser tous les jours, donc le téléphone. Donc je prends mon téléphone et j'appelle la marque, j'ai un problème, je compose tout de suite le numéro d'urgence. Donc effectivement, ces solutions qui existaient comme tu disais Arnaud au départ, ils existaient déjà avant. Maintenant, cette situation a mis en exergue d'autres utilisations qu'on peut très rapidement mettre en place. Merci. Et on rebondit bien sur ce qui se passe chez Synertic. Donc effectivement, vous développez des applications et ce qu'on disait en préparant la réunion, c'est que les applications, vos clients qui étaient déjà équipés d'applications se sont dit quel usage différent je peux faire d'applications que j'ai entre les mains puisque votre outil est souple, il est facile à modifier pour pouvoir répondre à ce besoin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé chez vous, Bruno? Oui, tout à fait. C'est que ce qui est important dans la période qu'on vient de vivre, c'est cette capacité aussi à être agile, c'est-à-dire que très rapidement, avec un outil assez flexible, de pouvoir apporter de nouveaux services ou en tout cas de nouvelles propositions de services à ses propres clients. Alors, je peux prendre par exemple l'exemple d'un boucher qui s'était équipé en décembre 2019 de la solution Shaper avec le module boutique pour proposer donc à ses clients de pouvoir, plutôt que de téléphoner, faire des commandes pour venir ensuite les chercher, faire donc du click and collect, mais depuis l'application mobile. Et en fait, cette personne-là a eu la présence d'esprit le jour du confinement, donc au mois de mars, d'envoyer une notification push avec l'outil en disant à ses clients, ben voilà,
pour ceux qui ont l'application et ceux qui commandent en fait au-delà de 60 €, je vous livre gratuitement dans un rayon de 10 km autour de la boutique. Et en fait, ça a été pour lui une opération gagnante, puisque en quelques heures, en quelques semaines, en fait, il a multiplié son chiffre d'affaires sur la boutique en ligne par 50. Et donc, ça a commencé, on va dire, tranquillement, mais il y a eu cet effet de bouche à oreille. Les premiers jours, il livrait dans un quartier. 3 jours après, il livrait 4 personnes dans le même quartier. Donc, il y a eu cet effet aussi boule de neige, le bouche à oreille qui a bien fonctionné et qui lui a permis donc de faire connaître cette application et de proposer ce service-là. Il a continué bien entendu à le proposer, mais au-delà du click and collect, c'est surtout la volonté de proposer des services assez innovants. Donc à côté de ça, il peut gérer des loteries, c'est ce qu'il fait en ce moment. Il propose des recettes et donc de ce fait, il a des liens sur ses produits pour pouvoir faire ses recettes. Donc en fait, il a compris qu'avec cet outil-là, il peut apporter des services complémentaires à sa boutique physique. Et c'est là aussi où il faut garder à l'esprit que le numérique ne va pas remplacer ce qui existe aujourd'hui dans la vie, on va dire classique, mais c'est vraiment de le voir comme une complémentarité. Alors on a cet exemple-là, on a d'autres exemples, qui est par exemple un restaurateur qui avait aussi cette application réalisée avec Shaper, qui lui permettait, alors c'est plutôt un restaurant dans une zone d'activité, qui lui permettait d'envoyer des notifications push chaque jour donc à ses clients pour dire ben voilà, le plat du jour aujourd'hui c'est ça, le menu c'est ça. Et donc ça a incité les personnes qui n'avaient pas forcément envie d'aller au restaurant ce jour-là de quand même d'y aller, ça suscitait l'envie, ils pouvaient réserver directement. Et pareil pour le confinement, du jour au lendemain, il a modifié son appli et proposé des formulaires de réservation, donc la vente à emporter pour ses clients. Donc on a vraiment des exemples classiques qui fait que cette période-là a permis d'apporter des services innovants, mais il faut le voir comme étant toujours en différenciant l'outil, qui est important, mais aussi, je dirais, le savoir-faire. Hein. C'est comme un ébéniste. Quand il réussit son travail, c'est qu'il a de bons outils, mais il a aussi un bon savoir-faire. Et là, en l'occurrence, on est un peu dans la même problématique avec le numérique, c'est-à-dire qu'il faut apporter des outils innovants, certes, mais il faut aussi un savoir-faire innovant pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, c'est des aspects importants, c'est-à-dire qu'au-delà de l'outil, c'est d'apporter aussi cet accompagnement et ces conseils auprès de ces professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ces outils numériques. Et oui, mais je pense qu'il faut un état d'esprit aussi. Il faut se dire, voilà, j'ai une boucherie, j'ai un établissement, mais quelque part, je peux le faire. Et cet état d'esprit, il faut l'avoir. Et c'est peut-être ce qui a manqué aussi parfois et qui a fait retarder certains dans cette prise de conscience. Si on Nicolas, justement, vous avez vu, vous demande sur vos outils affluer. Les commerçants ont compris l'intérêt de donner accès à leurs produits sur Internet. Depuis en novembre, on en a parlé, le Click and Collect est devenu le sujet clé pour eux, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois, et comment vous avez réagi? Oui, en effet, on a eu une activité qui a été forte durant la période du premier confinement notamment, mais il y a en fait une prise de conscience qui a été beaucoup plus facilitée. J'ai envie de dire que j'avais besoin de convaincre un commerçant, un restaurateur que le digital était important et qui était un moyen pour aller plus loin et apporter de nouveaux services à ses clients. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de convaincre. C'est un fait et encore plus aujourd'hui puisqu'il y a eu des difficultés pour pouvoir vendre quand les magasins étaient fermés. Il aura fallu trouver des solutions. Tous les clients avec qui on travaillait déjà depuis des années, je prends aussi l'exemple d'un restaurateur qui travaillait dans une zone d'activité, a pu continuer à travailler, avait déjà une forte activité sur Internet depuis 3 ans, c'était quasiment 50% de ses commandes. Et aujourd'hui, il est encore là, il a pu continuer de travailler et d'apporter, de répondre aux services de ses clients. Pour les autres clients et les commerçants qui ont eu des besoins justement rapides, l'important c'est en effet aussi l'accompagnement. WAPS est un acteur
comme d'autres aujourd'hui qui arrivent, qui est là pour faciliter, démocratiser l'accès au digital. Mais l'accès au digital, c'est un outil, encore une fois, puisque ça permet de rendre des services, mais il faut d'abord avoir, comment dire, un service de qualité, rester authentique dans son approche, bien servir ses clients, apporter vraiment de la fidélité, de la satisfaction. Et le digital, les solutions qu'on peut leur mettre à disposition est là pour leur faciliter la vie. Et c'est notre approche et notre mission. C'est pour aller encore plus loin. Donc il y a un changement radical des besoins. Il y a un changement des comportements. Il y a un besoin d'accélérer la transformation. Chez IBM, votre métier aussi, c'est d'accompagner vos clients, gros, moyens, dans cette transformation. Comment est-ce que vous avez vous vécu ça et quels sont finalement, on parle de 2020, mais c'est quoi le coup d'après? Comment est-ce que vous allez entretenir ça? Est-ce que vous pensez que c'est pérenne? Il y a plein de questions Je dans ma pense que question. c'est forcément. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que c'est forcément pérenne dans le sens où on a vu une véritable accélération de cette transformation digitale, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que on a vu cette accélération avec des entreprises qui ont dû se mettre à travailler avec les employés en remote à distance du jour au lendemain et donc qui ont dû mettre en place des solutions rapidement pour, en fait, tout simplement assurer le service client et continuer à servir leurs clients. Donc ce besoin-là va rester. Je pense qu'il y a aussi sans doute une approche hybride à trouver puisque voilà, tout comme notre conférence aujourd'hui, on va sûrement continuer à évoluer dans un monde hybride où on parle énormément de digital et il y a voilà beaucoup de chantiers et de projets autour de ce sujet, mais il ne faut pas oublier justement dans le dispositif digital l'humain, comme l'évoquait Katia, et je pense qu'il y a des nouvelles façons de travailler à trouver, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous vécu en fait un peu un épuisement du digital aussi, du tout digital en tout cas. Donc je pense qu'il y a il va continuer à avoir des chantiers très intéressants autour de ces sujets-là. Finalement, comment travailler sur l'expérience client, comment marier un peu au mieux les demandes. Je pense qu'on va beaucoup continuer à s'appuyer et à déployer des solutions d'intelligence artificielle notamment et de nouvelles technologies au sens plus large. Aujourd'hui, on voit l'intelligence artificielle notamment sur des sujets d'assistants virtuels. C'est de plus en plus répandu, mais il y a d'autres cas d'utilisation, l'automatisation de certaines tâches qui vont permettre de gérer des tâches un peu fastidieuses en back-office ou certains processus métiers, par exemple, être capable de lire des documents légaux dans le domaine de la banque, du risque et de la conformité, être capable d'extraire d'un document de 500 pages les informations essentielles. Ou être capable, par exemple, d'assister des agents commerciaux encore une fois, dans les banques, à lire les volumes d'emails qu'ils reçoivent tous les jours, extraire les intentions des clients, les prioriser. Donc, il y a d'autres cas d'utilisation qui émergent aussi. Et puis le troisième sujet, c'est autour de la recommandation de produits. Comment finalement on s'appuie sur toutes les données qui existent aujourd'hui. On utilise l'intelligence artificielle et ses capacités à raisonner, à trouver des corrélations pour faire de la recommandation de produits et de services. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ces cas d'utilisation et encore une fois dans un esprit d'intelligence augmentée, de complémentarité, comme on l'a déjà entendu, entre le digital et la technologie et l'être humain et notre besoin à tous d'avoir de l'humain et de l'émotion aussi, et être rassuré parfois par un échange qui peut démarrer sur un assistant virtuel, mais qui peut être repris ensuite par une vraie personne. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup
de sujets autour de ces transformations qui vont continuer à exister. Karine, de ton côté, comment est-ce que tu perçois cette évolution et ce besoin de changement apparent dans les entreprises? Alors, on a beaucoup parlé des commerces, mais on s'est aussi parlé des entreprises. Comment est-ce que tu perçois ça aujourd'hui dans les relations que tu entretiens avec tes clients? Alors effectivement, les entreprises qui avaient déjà démarré leur transformation digitale ont été bien mieux armées pour réagir pendant cette période. Au-delà de tout ce qui a été partagé déjà par tous les intervenants, moi il y a trois sujets, enfin trois tendances qui m'ont paru aussi vraiment majeures et qui vont perdurer, je pense. C'est premièrement la digitalisation de tout ce qui est relations commerciales en B2B. Tu parlais de Zoom tout à l'heure. Il y a Zoom, mais il y a aussi plein d'autres outils qui permettent de faire des webinaires, de se rencontrer en visio, etc. Il y a des beaux outils en France aussi d'ailleurs. Et en fait, là, il y a une étude de McKinsey qui vient de sortir et qui démontre qu'en 2020, 78% des vendeurs et des acheteurs B2B, par exemple, ont privilégié vraiment très très fortement, même s'ils n'étaient pas confinés, puisque là c'était une étude internationale, les usages à distance. Et 80% d'entre eux vont continuer en fait. Donc on a vraiment eu cette bascule de pratique. Et on se rend compte que ça va vraiment continuer sur 2021. Le deuxième sujet, c'est le social selling. Alors là, il y a eu une explosion, pareil en B2C, en B2B, en retail. Il y a des acteurs, des entreprises qui faisaient de la relation commerciale classique, du recrutement classique sur des salons, qui ont dû basculer totalement en marketing digital et notamment via les réseaux sociaux. Là, je pense par exemple à l'agence France Presse ou à Avis Vérifié, qui maintenant font leur recrutement de prospects sur LinkedIn et sur d'autres supports digitaux. On a vu ça aussi au niveau d'influenceurs ou de micro-influenceurs sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, qui se sont mis à vendre directement auprès de leur communauté via ces réseaux. Donc ils avaient déjà une communauté avant, ce qui leur a permis d'être hyper réactifs pour commencer à vendre grâce aux réseaux sociaux. Et le dernier sujet, c'est une forte tendance que Karen a évoquée aussi tout à l'heure, c'est l'augmentation des exigences en termes d'expérience client. L'enjeu, c'est bien sûr de faire venir les gens sur son site web ou sur son appli ou sur ses réseaux. Mais maintenant, les standards d'expérience client et de parcours utilisateur ont vraiment fortement augmenté. Maintenant, le standard, c'est Amazon. Et en fait, on s'est rendu compte pendant ces périodes qu'on est allé sur des sites sur lesquels on n'avait pas l'habitude d'aller, par exemple, où les entreprises n'avaient pas été suffisamment préparées. Et du coup, le parcours client, l'expérience client n'était pas suffisamment fluide, n'était pas suffisamment efficace pour convaincre. Et à chaque fois, dès qu'il y a un irritant, c'est un risque de perdre un client au cours de ce parcours. Et en fait, maintenant, les attentes sont vraiment beaucoup plus exigeantes qu'auparavant. Alors, par Qualys, moi, ça m'appelle une question, c'est que clairement, cette solution, elle existe depuis longtemps. Hein, vous l'avez pas créée en 2020, donc c'est quelque chose qui s'est, on l'a dit, accéléré. Mais ça renforce quand même une distanciation entre l'individu et le client, ou entre le client et le client. Et en même temps, on voit bien que ça améliore les choses. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de se dire, est-ce qu'on va dans un monde uniquement dématérialisé ou uniquement c'est ces chatbots qui vont nous parler avec des voix de robots, ou est-ce que ça vient vraiment enrichir le parcours? Comment est-ce que vous analysez ça? Merci pour ta question. Je vais compléter effectivement les interventions précédentes en disant les grandes tendances que nous on remarque, c'est cette évidemment exigence accrue des consommateurs qui maintenant sont habitués d'avoir une facilité d'interaction avec la marque. Donc effectivement, c'est à nous aussi d'aider les autres, ceux qui ne sont pas aussi en avance avant cette crise qui a chamboulé effectivement les modes de fonctionnement traditionnels. Donc c'est à nous de faire en sorte que nos solutions soient faciles à appréhender par des non-métiers.
J'ai entendu tout à l'heure effectivement des solutions faciles, sans compétences techniques pour les entreprises, faciles à mettre en place, rapides, ceux qui sont aussi d'un autre côté performants auprès de ce public-là, puisqu'il est exigeant, et qui viendra un complément de ce qu'on fait. Finalement, tout est très naturel, donc ces solutions doivent être aussi s'inscrire dans notre mode de vie tout normalement. Évidemment, les assistants, et on en parle beaucoup ce matin, pour moi, ils sont évidemment pas l'objectif final. Ils viennent augmenter un métier, on l'a dit déjà. Ils sont pas l'objectif. Ils sont juste le moyen d'atteindre cette performance auprès des consommateurs, mais aussi de faire en sorte que cette interaction avec la marque soit la plus fluide possible, la plus agréable, et qu'on puisse fidéliser les clients. Donc finalement, ces outils-là sont là pour faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives, aussi bien les TPE, les PME et les grands comptes. Tout à l'heure, j'ai pas donné d'exemple, mais on a eu pendant cette année 2020 avec notre client Chronopost une expérience assez intéressante auprès de leur call center, puisqu'ils ont eu des appels accrus, et finalement on s'est rendu compte, et ça je viens à répondre à la question, c'est que bonne 80 de tous les clients au téléphone, voilà, vivaient cette expérience assez naturellement, puisqu'ils étaient là pour demander le numéro de leur colis, où est leur livraison. Et effectivement, pour certaines évidemment tâches ou questions, ça se passe assez naturellement, cette interaction avec les assistants virtuels, quel qu'elle soit le canal. Et c'est important puisque finalement, on s'habitue assez facilement, et ce que souhaite le consommateur, hein, c'est d'être servi, que l'interaction soit personnalisée. Donc ces solutions-là apportent aussi une attention plus particulière qu'on n'a pas avec des outils un peu plus classiques, où on peut pas personnaliser le parcours. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite, c'est personnalisé, et sur tous les canaux. Et si je dois donner une deuxième tendance, c'est la multicanalité. La multicanalité, puisque je peux chatter, je peux par la suite, puisque j'ai envie que ça aille plus vite, puisque quand je parle, ça va beaucoup plus vite que si je pose mes questions par chat. Donc je vais aller sur d'autres canaux, les enceintes connectées, la téléphonie, ou d'autres canaux qu'on connaît pas encore. Et troisième tendance que je peux marquer, c'est la démocratisation de tous ces outils-là. Et ça va permettre à n'importe quelle entreprise, comme je disais, TPE, PME, à se saisir de ces outils, puisque finalement, ils ont d'autres problématiques. Peut-être pas la possibilité d'avoir beaucoup d'interactions en simultané, mais peut-être aussi l'incapacité de traiter ces interactions, puisqu'ils vont pas recruter une personne lorsqu'il y a une période difficile. Donc il y a toutes ces tendances-là qui peuvent aider les entreprises petites, moyennes et grandes. Et je pense à une société d'ailleurs marseillaise avec laquelle on a démarré notre collaboration, qui est vraiment une très belle PME française industrielle. Je vais pas citer peut-être son nom, une autre entreprise qui est plutôt une TPE, ils sont 2 personnes, mais ils sont équipés de ces outils-là. Pourquoi ? Puisqu'ils peuvent justement prêter attention si quelqu'un rentre dans la boutique, au lieu d'être au téléphone ou à répondre derrière le comptoir à une demande client. Certaines interactions sont automatisées, et moi, le vendeur, je peux aller à la rencontre de mon client qui est dans ma boutique. Nicolas, Bruno, je ne peux pas ne pas vous interroger sur un sujet qui est finalement aujourd'hui, les commerçants et vos clients sont en train de s'équiper ou accélèrent. On a énormément parlé d'Amazon et des géants du e-commerce finalement, et du poids important qu'ils avaient ou qu'ils pesaient. Alors peut-être, on a peut-être un peu trop parlé finalement, parce que le poids du commerce physique reste prépondérant. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse
une fois de plus pérenne à cette situation? Est-ce que vous pensez que quelque part ça a changé les comportements aussi des consommateurs de manière pérenne, ou est-ce que finalement, dans 6 mois, on va se retrouver dans la même situation où on va avoir les Cdiscount, les grosses plateformes digitales qui vont continuer, et Amazon bien sûr, qui vont continuer à se développer, et le commerce qui va continuer à souffrir? Qui veut commencer, Nicolas ou Bruno? Les grandes plateformes type Amazon sont précurseurs. C'est eux qui créent des tendances et créent des usages qu'aujourd'hui on adopte tous. Je pense qu'ils vont continuer à progresser, à être innovants dans les services qu'ils vont apporter. Et c'est à nous, consommateurs, peut-être aussi de changer. Mais on va changer que si c'est facile et accessible. C'est-à-dire que les commerçants ou les restaurateurs avec qui je peux collaborer, nous, notre promesse, c'est de leur apporter des réponses qui va répondre aux attentes de leurs clients. Je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de faire la queue. Je pense qu'ici personne aime ça. Et si je commande en ligne, que je fais du click and collect, que je récupère, que je fais pas la queue, et qu'en plus j'ai le sourire du commerçant, le côté humain, avec la petite attention parce qu'il me connaît bien, le petit mot ou le petit cookie, et ben c'est un plus, et c'est des services qui seront différents que des plateformes vont apporter. Voilà. Donc il y a vraiment aussi le côté authentique qui est important dans le digital. Le digital, c'est encore une fois, c'est un outil. On est exigeant en tant que consommateur parce qu'on veut avoir le bon niveau d'information, on veut le bon prix, on veut pas perdre de temps. Mais on veut aussi le côté authentique, proximité, circuit court, du bio, du local. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre tout ça. Et aujourd'hui, je pense que les grands acteurs du numérique sont là pour donner des tendances, mais les commerçants de tous les jours, de nos centres-villes, eux, sont là pour créer et apporter de la valeur à nos communes, à nos villes et aussi aux consommateurs que l'on est au quotidien. Bruno, quelque chose à... Oui, alors, pour compléter, en fait, moi je dirais qu'il ne faut pas forcément opposer, on va dire, ces pure players et puis les commerçants de ville. Je pense qu'on peut, pourquoi pas, travailler aussi en collaboration. Hein. Nous, on peut proposer, par exemple, on a des connecteurs qui, sur la boutique, on le fait avec notamment un de nos partenaires qui est Market Insider, qui est une société sur la région aussi, qui permet aussi d'alimenter automatiquement les marketplaces d'Amazon, d'Arty, de la Fnac, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça peut être une possibilité, c'est-à-dire c'est pas forcément de jouer contre, mais c'est de jouer avec. Et puis, je pense que la confrontation, elle n'est pas forcément du même niveau, donc ça sert à rien d'essayer de s'opposer à eux, mais c'est plutôt d'apporter des services complémentaires, de l'innovation. Alors, quand je parle d'innovation, c'est pas tant par rapport aux outils, même si c'est important, mais c'est aussi par rapport aux usages. C'est que il faut que les commerçants puissent proposer des services que ne proposeront pas ces pure players. Ça passe par la proximité, ça passe par plein d'autres effectivement possibilités. C'est là où en fait le savoir-faire du commerçant, et on a aussi nous aussi je dirais un intérêt à apporter cet accompagnement à ce conseil, c'est de dire voilà, en fonction de ses clients, de ses segments de clients, parce qu'il y en a qui veulent venir encore en magasin, il y en a d'autres qui veulent au contraire ne pas venir, il y en a qui recherchent tel type ou tel type de service, donc c'est d'adapter en fonction des différents canaux numériques qu'on leur propose un certain nombre de services, on va dire, on joue la complémentarité. L'idée, c'est pas forcément de s'opposer, mais c'est de les utiliser et d'apporter des services complémentaires. Alors, Karen, je vais vous laisser prendre la parole l'une ou l'autre. On voit qu'il y a plein de solutions. Il y a du voice, il y a de l'application, etc. En fait, aujourd'hui, le cœur de la question, c'est comment est-ce que je me transforme, comment est-ce que je transforme mon entreprise. On est au cœur de la transformation digitale, que ce soit pour une PME, une grande entreprise ou, on l'a vu, un commerce. On va commencer par Karine. Cette transformation sur laquelle tu travailles, en fait, par quoi il faut que je commence? Est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison? Est-ce que si Bruno vient me voir et il me vend une appli, après Nicolas, etc., Katia, on ne sait plus au bout d'un moment par quoi je commence? C'est quoi la démarche si je veux dire je veux me préparer pour 2021? Alors pour moi, il y a vraiment des fondamentaux à sécuriser. D'abord, le fichier client.
La connaissance client, c'est une mine d'or, c'est vraiment votre trésor de guerre au sein des entreprises. Et maintenant, on ne peut plus se passer d'avoir une parfaite organisation et exploitation des données clients. Donc c'est savoir comment collecter les données, comment les structurer et quoi en tirer. Mieux connaître ses clients, savoir quoi leur pousser comme information, quels produits leur vendre. Voilà, c'est des investissements qu'il faut absolument prévoir en 2021 parce que ça permet de rentabiliser davantage tous les budgets de marketing digital et ça permet aussi d'améliorer l'expérience client. Qui est vraiment le sujet dont on parle depuis le début, c'est faciliter la vie de ses clients. Donc premier sujet, les données et la mise en place d'outils de CRM. Le deuxième sujet, là, c'est revenir au bon sens et se mettre dans les baskets du client et travailler son parcours. À partir du moment où il est en contact avec la marque jusqu'à ce qu'il soit livré de son achat, quel va être tout son parcours et à quels endroits de ce parcours le digital peut apporter une plus-value. Parce qu'on a bien vu qu'il fallait garder un équilibre entre humain et digital, ça c'est évident. Il y a cependant des phases qu'on peut digitaliser, soit pour être plus efficace en interne et automatiser des tâches comme par exemple des relances ou de l'envoi de factures, voilà. Et des tâches qu'on doit rester garder de façon humaine. Et pour ça, en fait, il faut vraiment faire l'analyse de ce parcours client. On voit qu'il y a plein de solutions qui existent. Le secteur de la MarTech en France, il est hyper développé, à l'international évidemment aussi. Et donc, à chaque fois, se reposer, remettre le client au cœur des réflexions et se dire, OK, pour mon client, à cette étape-là, qu'est-ce qui est le plus pratique pour lui? Est-ce que c'est de l'humain ou du digital? Et qu'est-ce que le digital peut lui apporter et peut m'apporter? Voilà. Et le troisième sujet, c'est soigner sa visibilité en ligne. Là aussi, on repart sur des fondamentaux. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Vérifier que le site internet est responsive design. Combien de sites ne le sont pas encore? Utiliser les contenus créés par les clients. Là aussi, ça fait souvent peur de se dire on va soigner sa visibilité en ligne et créer des contenus. Mais en fait, rien ne sera meilleur que le contenu créé par vos clients. Donc il y a des applis qui permettent de récupérer des vidéos produits créés par les clients. Il y a plein de solutions pour pousser les clients à donner des avis sur vos produits et les partager. Voilà, donc 3 sujets, la data, le parcours client et soigner sa visibilité en ligne en utilisant par exemple des contenus clients, des avis clients, de la vidéo, veiller à la mobilité. Donc finalement, bon, il y a quelques éléments qui demandent des outils, d'autres c'est quand même, comme tu disais, du bon sens et puis se poser les bonnes questions avant de se lancer dans des solutions. Karen, est-ce que tu approuves? Ou est-ce que tu as des choses à Oui, rajouter par j'approuve, rapport à ça? j'approuve bien sûr, et je compléterai avec un peu par quoi démarrer ou comment démarrer justement. Enfin voilà, on parle de grands projets de transformation, mais il faut d'abord, je pense, commencer sur des périmètres bien définis, c'est-à-dire répondre à des problématiques métiers, savoir voilà à quel enjeu métier on veut répondre, et ensuite utiliser des technologies pertinentes pour répondre à ces problématiques. Donc partir du besoin et ensuite dans une approche agile, c'est-à-dire sur un périmètre donné, tester, faire des itérations avant de déployer à plus grande échelle. Et je pense que l'autre point, donc c'est vraiment de l'expérimentation sur ces nouvelles technologies. Le troisième point, je pense que ce qui est important pour réussir des projets de transformation de ce type, le digital, c'est impliquer les bonnes personnes dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets informatiques à strictement parler. Il faut absolument impliquer la direction marketing, la direction commerciale, qui connaissent justement les processus clients, qui connaissent nos façons d'interagir avec les clients et qui vont pouvoir apporter leur expertise. Et en fait, dans un projet d'intelligence artificielle ou de transformation digitale, on a besoin de personnes avec compétences
expériences très diverses et variées. Et c'est ça qui va faire qu'on reste justement en phase avec l'expérience client, avec le service client et qu'on rend ce projet pertinent. Sur l'expérience client, parce que j'ai beaucoup parlé, mais finalement, dans notre activité de conseil, quand tu parlais tout à l'heure de parcours client, nous, ce qu'on a beaucoup fait cette année, c'est de travailler nos clients, ce qu'on appelle, nous, des parcours des moments clés. Ça veut dire que c'est exactement ça. On regarde de manière très objective, avant la vente, pendant l'acte de vente et après, quels sont les points de contact qu'on peut enrichir. Et à chacun de ces points de contact, on vient y mettre un outil, une action, une solution, etc. Donc, plutôt que de rentrer effectivement par la solution, on rentre plutôt par le parcours client et finalement, comment enrichir, comment faire ce parcours des moments clés, comment enrichir ces points de contact. Et je pense que c'est la bonne démarche aujourd'hui, si on peut conseiller effectivement, c'est déjà, comme tu disais, comme vous disiez, c'est de se poser des questions. Il est 45, alors je sais pas s'il y a des questions, je vois pas trop s'il y a des questions ici, mais sinon, est-ce que vous avez bien sûr des choses à rajouter, puisque Vincent m'a dit qu'on avait un peu plus de temps. Et est-ce qu'on a des questions déjà? Non, il n'y a pas de questions apparemment, me dit la régie. Oh là là, il n'y a pas de questions. Voilà. Moi, si je peux me permettre, je voudrais juste rajouter un point. On l'a évoqué à un moment donné, mais il y a un sujet qui est aussi majeur pour accompagner tout ça, c'est la formation en interne. On parle de nouveaux outils. Ces nouveaux outils vont forcément modifier les process internes. Et on a absolument besoin d'accompagner toutes ces démarches par de la conduite du changement et des formations sur les outils, sur les process, mais aussi sur un nouvel état d'esprit qui est de prendre en compte effectivement ces nouveaux usages clients. Dans beaucoup d'entreprises, on a l'habitude de travailler depuis longtemps de la même façon. Les usages évoluent. Comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux usages dans toutes les réflexions ? Et évidemment, comment on accompagne les collaborateurs au sein de cette transformation digitale. Il y a des vrais plans de formation et de conduite du changement à mettre en place pour que ça fonctionne. Sinon, ce sont juste des outils qui seront mal utilisés. Donc là, c'est intéressant parce qu'on parle d'acculturation digitale et je pense que tous, avec vos clients, il y a des niveaux de maturité qui sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole par rapport à ça, justement qui lève Katia, peut-être? Peut-être pas exactement sur le même à lancer, mais ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est créé pendant cette année-là. Habituellement, la transformation, elle est appréhendée puisque vous savez, changer, c'est pas dans la nature humaine. Et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'était un des points aussi importants que je souhaitais évoquer, c'est impliquer les équipes dans toute cette transformation, qu'elles viennent pas imposer par la direction, qu'elles soient vraiment bottom-up, et surtout la formation et l'accompagnement des équipes dans la transformation. Mais ce que nous avons remarqué aussi pendant cette année, c'est que cette peur cette peur de changer, de se transformer, elle a peut-être disparu ou elle est pas n'a pas le même impact. Autant avant, on passait des mois à prendre des décisions pour se transformer. Maintenant, c'est un peu plus facile puisque finalement, on était devant quelque chose qui nous est tombé comme ça à tous. On était tous dans le même cas de figure, donc on a dû s'adapter très rapidement. Donc on a vu qu'on a cette capacité-là et je pense que c'est très positif le changement. Aujourd'hui, on peut l'aborder d'une manière plus sereine. Donc je pense que c'est quand même pas mal en fait cette fin d'année, ce constat. On s'est effectivement super vite adapté. La régie me fait signe qu'il va falloir bientôt couper. On s'est adapté. L'acculturation, elle a été rapide pour tous. Au niveau des petites entreprises, des commerçants, etc., Nicolas, Bruno, comment est-ce que vous avez perçu ça? On a vu qu'il y en avait qui étaient déjà dedans et qui ont accéléré, d'autres qui s'y sont mis. Vous pensez qu'il y a une vraie tendance et que ça va continuer? Et j'espère pour vous aussi. Alors oui, c'est clair, il y a une tendance. Alors pour rebondir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'effectivement, on se focalise souvent sur les commerçants,
Et en fait, on s'aperçoit que tous les métiers, toutes les entreprises, toutes les organisations sont concernées. Alors nous, on est assez surpris. C'est vrai que, alors, je ne vais pas faire du jeu de mots, mais je vais prêcher un peu pour ma paroisse à travers notre outil. On s'est adressé donc les commerçants. On s'est adressé aussi les grands comptes. On a des exemples aussi de grands comptes qui sont, grâce à cet outil-là, très agiles pour pouvoir s'adapter notamment à la situation Covid. Mais on a des exemples assez intéressants. Enfin, moi, qui m'a surpris lorsqu'on a été contacté. Mais on a typiquement une paroisse aussi qui s'est équipée de l'outil Shaper et qui, pendant la période de confinement, bon, outre le fait d'avoir les messes en direct depuis l'application, a géré tout son process, notamment les quêtes, les dons à travers l'application. Donc, on voit que tout type d'organisation peut être concerné par cette digitalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent, le ticket d'entrée n'est pas forcément très cher, surtout que souvent, il y a des périodes des tests et d'essais. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quelle que soit l'organisation, commerçant, organisation, de pouvoir tester et de voir un petit peu ce qu'on peut envisager comme usage, comme service à travers ces outils-là. Merci Nicolas. Un dernier petit mot? Aujourd'hui, quand on change rien, on n'améliore rien. Donc c'est important aujourd'hui de progresser, de s'améliorer, d'être une meilleure version de nous-mêmes ou d'une meilleure entreprise. Et ce qui est important, c'est l'accompagnement, la formation pour justement acquérir du savoir-faire, du savoir-être et progresser dans cette transformation digitale. Bah super, merci. Karen, un dernier mot, puisque à tout seigneur, tout honneur, on va laisser IBM clôturer. Moi, je vous remercie tous. Karen, un petit mot de conclusion? De conclusion, tout simplement je pense on est tous d'accord qu'on continue cette lancée de transformation. Pour finir sur ce sujet de ressources et d'être humain, on voit vraiment dans nos grands projets de transformation que cet accompagnement est essentiel. Ça fait partie lorsqu'on met en place un programme de transformation, ce qu'on appelle aujourd'hui des cognitive factories ou des digital factories, il y a un composant sur la communication, l'acculturation qui est juste indispensable pour l'adoption de ces outils. Donc, certes, on a fait des progrès énormes en termes d'adoption et d'accélération de la transformation, mais il ne faut pas sous-estimer ce besoin de formation et d'accompagnement pour les collaborateurs dans les entreprises. Merci Karen, merci à tous, merci IBM, merci Medinsoft, merci Lacoque. Vincent, je te rends les clés et je vous